Bien, bonsoir. Je vais revenir sur les événements de la journée. J'entends ici à Bruxelles. D'abord, il y a eu une rencontre entre Alexis Tsipras, la chancelière, et moi-même, à la fois pour rappeler que c'est en Grèce qu'en ce moment les problèmes de réfugiés se posent avec le plus de gravité, compte tenu des routes qui ont été fermées, notamment dans les Balkans. Et nous avons rappelé, la chancelière et moi-même, combien nous voulions soutenir la Grèce dans cette période. Et c'est le sens d'ailleurs du plan global qui a été discuté ce soir jusqu'à minuit, donc entre les 28. Plan global qui concerne donc la Turquie et la Grèce. Ensuite, nous avons reçu, la chancelière et moi-même, le président Porochenko pour faire le point de la situation en Ukraine, de la question de la mise en œuvre des accords de Minsk et justement du blocage qui existe aujourd'hui et qui doit être levé. Et nous faisons en sorte, là aussi, de dire aussi bien aux Ukrainiens qu'aux Russes qu'il faut procéder aux étapes qui avaient été prévues par Minsk. Et notamment pour assurer le respect du cessez-le-feu, la libération des otages, des prisonniers, notamment de cette pilote ukrainienne, et également de faire en sorte que le processus de la loi électorale et ensuite de l'organisation d'élections dans l'est de l'Ukraine puisse être enfin mis en œuvre. Il y a eu après le Conseil européen lui-même, où nous avons évoqué, puisque c'était le Conseil du mois de mars, qui est consacré aux questions économiques, nous avons évoqué la situation de l'économie européenne, avec une reprise qui s'est confirmée en 2015, avec des risques d'affaiblissement si les économies émergentes continuent de connaître des difficultés et si les prix restent aussi bas avec la menace d'une déflation. Nous avons insisté, en tout cas c'est la position de la France, je l'avais aussi concerté avec des chefs de gouvernement sociaux-démocrates pour que l'investissement puisse être la bonne réponse dans cette période, en même temps qu'il y a une politique monétaire accommodante, et le président Draghi a confirmé cette orientation. La politique monétaire ne peut pas tout. Et même si les taux d'intérêt sont très faibles aujourd'hui, il doit y avoir plus d'investissements publics, plus d'investissements privés, selon la situation des finances publiques des pays de l'Union. J'ai également insisté sur un certain nombre de secteurs qui sont en difficulté, et notamment la sidérurgie qui est victime du dumping. Et là aussi, j'ai pu obtenir, avec plusieurs pays qui allaient dans le même sens, une conclusion du Conseil pour demander à la Commission de tout faire pour limiter ces pratiques, voire même les condamner, et donc faire en sorte que les sidérurgistes européens puissent voir leur activité préservée de cette concurrence déloyale. L'agriculture, il était très important pour la France de faire acter par le Conseil européen les conclusions du Conseil agricole, le Conseil des ministres des affaires de l'agriculture, et notamment du plan qui doit être mis en œuvre pour soutenir les producteurs de lait, les éleveurs de porc, notamment pour la régulation, ainsi que pour les aides qui doivent être autorisées. Et je n'oublie pas l'étiquetage, puisque la France a obtenu un étiquetage expérimental pour tracer l'origine des produits, et notamment des viandes. Cette conclusion est très importante pour la France et pour d'autres pays, puisqu'il a été demandé à la Commission de mettre en œuvre très rapidement ces décisions et d'avoir un processus d'évaluation et de vigilance par rapport à un secteur qui est un secteur
tout à fait majeur pour l'Europe. Je rappelle que le budget européen est pour une bonne part un budget agricole. Et donc c'est ce qu'avaient voulu les fondateurs de l'Europe, donner à l'agriculture européenne les appuis nécessaires pour à la fois préserver notre alimentation et pouvoir avoir une agriculture de qualité, capable également d'avoir une capacité exportatrice. Et puis enfin, nous avons parlé donc du plan global pour les réfugiés. Et cette discussion s'est conclue par un texte qui va être maintenant discuté avec la Turquie. Le Premier ministre turc sera là demain et qui sera de nouveau présenté au Conseil, sans doute à la mi-journée, pour son adoption définitive. Ce que moi j'ai fait valoir, c'était que ce plan devait être global, c'est-à-dire concerner la Turquie, puisque la Turquie va accepter de réadmettre, c'est de reprendre des migrants qui seraient venus de Turquie vers la Grèce et qui n'auraient pas pu faire valoir leurs droits. La Turquie reprendra ces migrants. Et lorsqu'il s'agira de Syriens, il y aura, vous savez, cette équivalence pour qu'il puisse y avoir une réinstallation de Syriens vers l'Europe. J'ai également soutenu le principe, et celui qui a été retenu, que ça devait se faire dans le respect du droit d'asile, du droit en général, des procédures qui existent. Et ce sera à la Commission, au Conseil européen, de bien veiller à ce que la Turquie respecte ses engagements. La Russie aussi, par ailleurs, mais c'est autre chose. Ensuite, sur la Grèce, c'est la Grèce qui fait l'effort aujourd'hui et qui fera l'effort demain, puisque les centres hotspots sont en Grèce. Et il est très important qu'il puisse être délivré très rapidement des titres à ceux qui viendront, ou pour avoir le droit d'asile, ou pour être raccompagnés vers la Turquie. Donc il est très important que ces centres puissent fonctionner, travailler rapidement, et c'est la raison pour laquelle il va falloir y mettre des moyens, des aides pour la Grèce, mais également des équipes venant de toute l'Europe, et également de la Commission européenne, de Frontex, pour qu'il puisse y avoir des procédures qui soient diligentées dans un délai très court, évitant ainsi que des migrants, réfugiés, puissent être retenus au-delà du temps indispensable dans ces centres hotspots. Plan global aussi, parce qu'il doit y avoir un mécanisme et pour la relocalisation et pour la réinstallation, vous connaissez ces formules. Relocalisation, c'est-à-dire à partir de la Grèce, réinstallation à partir de la Turquie, pour qu'il puisse y avoir, dans le cadre du plan qui avait déjà été prévu, un accueil des réfugiés dans les pays qui acceptent ce mécanisme et qui s'engagent. Je rappelle que la France s'est engagée pour 30 000 réfugiés. Et nous respecterons scrupuleusement cet engagement. Et nous montrerons même l'exemple au cours des prochains jours, dès lors que les procédures auront été rétablies, Schengen aura retrouvé sa force et la frontière extérieure ayant été, si je puis dire, ainsi rétablie elle-même. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant dans les heures qui viennent, c'est-à-dire ce matin, demain matin? Il va y avoir donc des discussions qui vont s'engager avec le Premier ministre turc pour qu'il puisse y avoir une vérification des engagements de l'Union européenne et de la Turquie. Par rapport à ces engagements, vous les connaissez, il y a du côté turc de lutter contre les trafics, les passeurs, de ne pas favoriser ce mouvement de population et de pouvoir coopérer à travers à la fois
les marines des différents pays, et notamment l'OTAN, puisque l'OTAN est présent à travers sa flotte sur la mer Égée, et que la Turquie puisse également réadmettre tous ceux qui sont venus de son territoire et qui n'avaient pas vocation à rejoindre l'espace européen. Engagement du côté de l'Europe, c'est d'autoriser les visas, mais avec des conditions là aussi très précises, parce que la Turquie doit respecter 72 critères. Et il n'y aura de libéralisation de visas que si ces critères ont été effectivement respectés. Voilà les principaux engagements. Par ailleurs, vous savez qu'il y a aussi les 3 milliards qui ont déjà été promis à la Turquie, et il est sans doute, dans les discussions qui vont s'engager, vraisemblable qu'il y aura un supplément de moyens financiers dès lors que la Turquie poursuivra ce plan. Mais je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que ces discussions vont s'engager donc dans les prochaines heures. Et ensuite, le texte, qui est donc l'accord entre l'Union européenne et la Turquie, sera soumis au 28 et sans doute à la mi-journée. Voilà, je peux répondre à vos questions. Je vous en prie. Bonjour, Nicolas Chapuis pour Le Monde. De la part de la Turquie, ces derniers jours, il y a eu beaucoup d'atteintes aux droits de la presse, notamment avec l'affaire Zaman, l'affaire du Spiegel, à chaque fois la veille du Conseil européen. Est-ce que vous prenez ça comme une provocation de la part des autorités turques? Et est-ce que ça va faire partie des discussions et de l'accord final? Alors, hélas, il s'est aussi produit en Turquie un attentat qui a fait de nombreuses victimes. Et si l'on peut comprendre que la Turquie veuille se protéger du terrorisme, il ne peut pas être accepté des entorses aux droits de l'homme et aux droits de la presse. Et ça fait partie, bien sûr, des discussions qui doivent s'engager, je veux dire, en dehors même de la question des réfugiés, qui doivent s'engager de toute manière entre la Turquie et l'Europe, dès lors que la Turquie, en plus, veut poursuivre le processus de négociation quant à son éventuelle adhésion. Et je rappelle qu'il y a des chapitres qui concernent justement les questions de droits de l'homme. Moi, j'ai toujours fait part à la fois du soutien de la France à la Turquie quand elle est frappée par des actes terroristes, aussi du soutien de la France à l'égard de la Turquie qui accueille 2,5 millions de réfugiés, de la bonne coopération que la France veut avoir avec la Turquie pour régler la question de l'avenir de la Syrie. Mais en même temps, j'ai toujours dit que sur les questions de droits de l'homme, nous serons non pas simplement d'une vigilance, mais d'une totale franchise par rapport à ce qui se fait ou à ce qui ne se fait pas. Et je pense que cette position, j'en suis sûr même, est partagée par la plupart des pays européens. Bertrand Galichet, France Inter. Bonsoir, Monsieur le Président. Est-ce qu'à l'heure où nous parlons, cet accord que vous évoquez est certain? Est-ce que, même s'il y a évidemment des questions encore à discuter avec les Turcs, est-ce que vous avez bon espoir ou la quasi-certitude que cet accord aura lieu à la fin de ce sommet, ou est-ce qu'on va vers un autre sommet? Est-ce qu'il y a encore tellement de choses à discuter que la question reste pendante? Merci. Alors d'abord, il fallait régler une question préalable, qui était celle de l'accord entre les pays européens pour aller vers une négociation maintenant conclusive avec la Turquie. Et c'est ce qui s'est fait. Jusqu'à tard dans la soirée, mais ça s'est fait. Les 28, même s'il y a eu des interprétations, des conditions, des éléments de clarification qui ont été demandés, mais les 28 ont agréé une proposition. Cette proposition, maintenant, va être discutée avec la Turquie. Et là, je ne peux pas vous garantir qu'il y aura une conclusion heureuse. Heureuse parce que ce serait souhaitable pour les réfugiés, pour l'Europe et pour la Turquie.
ça va dépendre donc des discussions et de la négociation, et puis ensuite de l'accord des 28 sur le texte tel qu'il ressortira de la discussion avec la Turquie. Je pense qu'on est en bonne voie, mais on n'est pas encore arrivé. Et ça fait, comme vous l'avez très justement souligné, plusieurs semaines que ce processus est engagé et que je pense qu'il doit se conclure. Mais je veux être aussi très direct, très sincère avec vous. Même s'il y avait cet accord, et qui est, à mes yeux, souhaitable, même si cet accord était bien mis en œuvre, ce qui suppose beaucoup de moyens du côté européen, pour que la Grèce puisse être soutenue, pour que les mécanismes puissent se faire, pour que les engagements puissent être respectés. Mais même s'il y avait tout ça, si on ne règle pas la source des difficultés, c'est-à-dire en l'occurrence l'origine même du mouvement de population, les réfugiés en Syrie, si on n'a pas la négociation, celle-là, sur l'avenir de la Syrie qui permet non seulement d'avoir la poursuite du cessez-le-feu, de la trêve, mais enfin la transition politique, on aura toujours des mouvements de population. Et puis il y a une autre situation qui nous inquiète, qui est celle de la Libye, et qui, si elle n'est pas réglée, avec un gouvernement qui puisse s'installer, avec une sécurité qui puisse être rétablie, avec un contrôle, là aussi, du littoral libyen, avec, vous savez, cette mission européenne qui devait trouver sa place pour empêcher justement ces trafics et ces passeurs qui se livraient à un commerce odieux, et avec les risques que l'on sait pour les personnes transportées, et avec le retour des beaux jours, il y a un risque très sérieux si la situation libyenne est ce qu'elle est aujourd'hui, si le chaos demeure, à ce qu'il y ait de nouveau des mouvements de population. Alors ça ne passera plus par la Grèce, ça passera par d'autres pays. Et ces pays-là, nous les connaissons. C'est Malte, c'est l'Italie, et demain, ça peut être donc, une fois encore, des pays comme l'Allemagne et la France qui peuvent être concernés. Donc, nous devons aussi régler cette question et ne pas penser que demain, parce qu'il y aura eu l'accord souhaitable avec la Turquie, qui devra être rapidement mis en œuvre, nous en aurons terminé avec la question des réfugiés. Nous devons aussi traiter d'autres régions et ne pas oublier non plus d'aider le Liban et la Jordanie, qui accueillent également des réfugiés. Isabelle Horry, Europe 1, j'ai une double question. La première, pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Combien de temps est-ce que vous pensez que ça va prendre de mettre en place tous ces dispositifs dans les îles grecques ? Est-ce que c'est une question de semaines, de mois, avant qu'il y ait ces juges, ces interprètes pour faire tout ça ? Et deuxième question sur un tout autre sujet que le Premier ministre britannique a jugé suffisamment important pour qu'il soit rajouté dans les conclusions ce soir. Apparemment, dans les conclusions, il y a un paragraphe qui dit qu'il va être possible de faire la TVA à 0% sur les produits hygiéniques, notamment les tampons. Alors, est-ce que vous pensez que ça valait la peine de parler de ça au Conseil européen ? Est-ce que vous envisagez de le faire en France aussi ? Non, je réponds tout de suite à cette question. Il y a une demande britannique de garder le système de taux à zéro pour un certain nombre de produits. Ça existe pour les Britanniques. Donc il a été convenu, la Commission a accepté que ce mécanisme de taux zéro pour un certain nombre de produits sanitaires pourrait être maintenu. Ça n'a pas de conséquences sur les autres pays, mais vous savez que nous sommes très attachés à ce qu'il puisse y avoir des mouvements de taux, notamment pour le numérique. On avait fait une démarche dans cette direction. Donc, nous n'avons pas opposé notre veto à cette disposition. Alors, sur l'autre question, c'était, rappelez-la, sur le temps qu'il faudrait, pardon. Vous avez là aussi mis le doigt sur le sujet, parce que ne suffit pas de prendre des dispositions, d'instaurer des mécanismes,
de demander des engagements, de mettre même des financements à la disposition, il faut qu'il puisse être répondu très vite à la situation de ceux qui sont déjà là, en Grèce, ou de ceux qui pourraient arriver, et qui n'auraient pas vocation à rester, justement, ou pour ceux qui pourraient faire valoir leur risque s'ils étaient renvoyés, donc, et demander ainsi le droit d'asile. Ça doit être très rapide. Donc le mécanisme, c'est en semaines qu'il faudrait le mettre en place, ce qui veut dire que nous devons envoyer, la France le fera, des moyens humains, notamment, vous savez qu'il existe un organisme, l'OFPRA, et l'OFPRA mettra immédiatement, dès lors que l'accord aura été validé, des personnels à la disposition. De même pour qu'on ait des juristes et des magistrats pour procéder justement à la reconnaissance des droits. Je prends encore une ou deux questions, parce qu'après, demain, on est encore là, hein, donc... Une question ici, Anne-Sylvaine Chassani pour le Financial Times. Vous n'avez pas mentionné les chapitres oui. possibles à la Oui. réouverture pour les discussions d'adhésion de la Turquie possible. Est-ce que c'est un sujet qui est un peu, enfin, qui n'a pas été abordé, ou est-ce que c'est possible que des chapitres puissent être ouverts, et notamment les chapitres que Nicolas Sarkozy avait plus ou moins refermés à l'époque lors de son mandat? Sur les chapitres, c'est durant le mandat de Nicolas Sarkozy qu'il y a eu plus de chapitres qui ont été ouverts avec la Turquie. Mais cette discussion sur de nouveaux chapitres va avoir lieu dans les heures qui viennent. Et on a veillé à ne pas citer les chapitres pour l'instant. Pour iTélé, 2 questions sur ce qui s'est passé aujourd'hui en France. Quel regard portez-vous sur la mobilisation de la jeunesse contre la loi travail et sur la déchéance de nationalité et le vote non conforme du Sénat? C'est une réforme, le congrès révision constitutionnelle que vous aviez appelé de vos voeux. Est-ce que l'on s'éloigne d'un congrès en France? Alors, on ne va pas évoquer la situation française, même si c'est votre tentation, mais je pense que j'ai simplement des réflexions générales. Il y a toujours une écoute qu'il faut avoir, toujours une attention, et le souci de faire comprendre ce qui est engagé et le sens qu'on veut donner. Ça vaut pour tout sujet, et notamment les plus difficiles. Et c'est pourquoi il est très important aussi de dire à la jeunesse où elle va et où on veut l'emmener. Et vous savez que j'en ai fait ma priorité. Et ça vaut également pour les sujets que l'on traite pour l'Europe, de savoir quelle direction on donne à notre Union européenne, quel sens ça a aujourd'hui de faire l'Europe, quels principes, quelles valeurs on défend. Sur l'autre sujet, le Sénat n'a pas encore, même s'il a adopté l'article 2 dans la forme que vous avez indiquée, qui n'est pas celle de l'Assemblée nationale. J'attendrai que le Sénat se prononce sur l'ensemble du texte pour savoir les conclusions que je dois en tirer. Merci à vous.